Anne-Laure Buffet est avec nous. Vous êtes thérapeute, auteur de nombreux livres, notamment Les mères qui blessent ou Ces séparations qu'il nous faut grandir. Tout ça, c'est aux éditions Erol. Vous pouvez lire Anne-Laure Buffet, c'est toujours très intéressant. Bonjour Lila. Bonjour. Merci d'être avec nous, Lila. Bonjour à vous deux. Merci de m'écouter, d'être à l'antenne. J'en suis ravie. Je vous en prie, on est ravis. Alors, vous avez envie de revenir justement sur les valeurs communes, je crois, parce que ça a été un petit peu le problème dans votre histoire. Oui, dans mon histoire. Bon, maintenant, il y a 20 et quelques années, mais c'est intéressant parce que... D'abord, j'aimerais revenir juste sur la fin du message que j'ai entendu de la jeune fille qui était là juste avant moi. Je voulais juste dire, moi je suis entièrement d'accord avec vous, Brigitte. J'ai vécu, moi, la libération de la femme, avoir des enfants monoparentales en 78. Donc j'avais 18 ans. J'ai eu 3 enfants, 5 enfants, dont 3 de pères différents. Voilà, c'était les bonnes femmes qui voulaient avoir des enfants et elles voulaient pas des maris, etc. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu aussi en couple et j'ai des enfants et suite à ce que j'ai pu vivre il y a une vingtaine d'années, j'ai mis un grand point d'honneur à enseigner à mes enfants les valeurs communes, justement, parce que c'est ça qui m'avait planté. Moi, je suis restée, j'ai mis 1 an et demi pour me rendre compte qu'en fait, je vivais avec quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs que moi. Et pourtant, j'y ai cru au départ. J'y ai vraiment cru. C'était quelqu'un d'homophobe. Je m'en suis rendu compte sur une plaisanterie qu'il a faite entre amis. Et pour moi, c'était la catastrophe. J'ai mis 1 an et demi à me rendre compte que la personne avec qui je vivais était raciste et homophobe. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible, quoi ? Comment est-ce possible que dans mes valeurs, dans mon moi, je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est parce que j'étais embarquée dans un truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très courtois, très élégant, qui m'offrait, il m'invitait souvent au restaurant, il me comblait de beaucoup de choses, on va dire entre guillemets matérielles, et je pense que je me suis fait avoir comme ça. J'ai pas vu la personne, en fait. C'est dur ce que je vais dire, mais après, quand j'ai réfléchi à tout ça, je pense que je me suis fait envahir par... il m'achetait. En fait, il m'achetait, tout simplement. Et c'est suite à une plaisanterie qu'il a faite, assez violente, qui m'a pas plu du tout. Je me suis rendu compte de la personne que c'était. Et c'est là où j'ai eu plein de petites lumières qui m'ont dit, non mais attends ma grande, mais ça fait un moment là. Il y a pas, parce que on n'est pas homophobe, on n'est pas raciste ou homophobe. Il y a plein de choses qui vont avec ce genre de personnage. Et finalement, j'ai eu plein de tilts dans ma tête. Et je l'ai quitté immédiatement. Ça pouvait pas être concevable pour moi. Ça pouvait pas être concevable. Oui, j'entends bien, parce qu'en effet, le racisme et l'homophobie, c'est la peur de l'autre, et ça traduit donc un mal-être chez soi, de toute façon. Mais je suis entièrement d'accord, mais la violence qu'il pouvait avoir, parce que... Oui, j'entends bien, mais ça veut bien dire qu'il y a une violence intérieure qui est rejetée pour l'instant sur du racisme et de l'homophobie, mais on ne sait pas comment... plus tard, cette violence, elle peut se retourner éventuellement contre vous, par exemple. Oui, et en plus, si vous voulez, ce qui m'a choqué, en fait, c'était qu'il racontait une histoire qu'il avait vécue, lui, très jeune, avec il avait appris qu'il y avait un homosexuel qui habitait dans son quartier, et ils lui ont fait une blague en lui faisant croire que l'un des leurs était amoureux de lui. Ils l'ont coincé, puis après ils l'ont tabassé. Et ce qui m'a fait mal, c'est pas tellement ça, parce que ça c'est de la bêtise, comme vous dites. Ce qui m'a fait mal en fait, c'est qu'il va raconter ça 30 ans plus tard, mort de rire. Oui. C'est ça qui m'a blessée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma première question... Justement, vous allez la poser, votre première question, après les infos, parce que l'heure, c'est l'heure, bien sûr, Lila. Et on va se retrouver avec vous, bien sûr, dans un instant. Je propose aussi une petite devinette. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille devient femme Anne-Laure Buffet, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. C'est mon talent pour les devinettes. Je vous connais. Et nous allons continuer durant cette deuxième heure avec Anne-Laure Buffet, qui est avec nous, thérapeute, à évoquer nos valeurs communes,
communes et qui sont un peu, je le dis, les fondations d'un couple. C'est sur ces valeurs-là qu'on peut commencer à se construire l'un avec l'autre. Et quand il y a vraiment des cartons rouges, comme je les appelle, autant s'en rendre compte dès le départ, parce que de toute façon, ça ne passera pas. Avant de redonner la parole à Lila, je voudrais la réponse à ma devinette. Quand est-ce qu'une jeune fille devient femme ? La réponse, elle va vous faire sourire. C'est tout simplement quand elle cesse de chercher l'homme idéal. Ah oui, ça c'est vrai. Vous êtes d'accord ? Je suis plus que d'accord. Quand elle arrête de croire aux contes de fées. N'est-ce pas ? Et à ce moment-là, elle devient femme. Mais il lui faut du temps. Alors Lila, on vous retrouve. Vous parlez donc de cet homme qui vous avait, qui avait fait briller vos yeux en vous achetant de belles choses, en vous emmenant des beaux endroits, etc. Et tout d'un coup, vous découvrez qu'il est raciste et homophobe, et notamment cette histoire qu'il vous raconte 30 ans après, c'est pas rien, de ce pauvre homosexuel qui a été violenté. Et il vous raconte en riant, en quelque sorte. Oui, ça c'est violent. C'est ça qui m'a complètement bouleversée. Et puis, du coup, suite à ça, j'ai eu pas mal de discussions avec lui. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui collait pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait déjà, depuis un petit moment, même dans notre sexualité, des choses qui me dérangeaient. Donc, de toute façon, on a plein de capteurs. Je pense qu'on a plein de capteurs qui peuvent nous avertir. Et du coup, moi, à l'époque, donc, j'avais des garçons qui avaient donc 10 ans, 6 ans. Donc, je me suis dit, là, moi, et une fille aussi, je vais me démener pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, je leur disais, contrairement à cette jeune fille qui parlait avant moi, de prendre le temps. C'est-à-dire qu'avant de se mettre en couple, avant de faire comme il y a dernièrement, dans les dernières années, d'ailleurs ça progresse, ça c'est chouette, ils rencontrent une petite jeune fille, allez hop, ils vivent en couple parce que, et comme vous disiez, ils vont faire un enfant, puis après ils se séparent de toute façon, etc. Je leur ai dit, attention, restez chacun chez vous, apprenez à vous connaître, apprenez vos valeurs, voir si elles sont communes, voir si vous avez des points très forts ensemble. Ça ne veut pas dire que vous devez penser pareil et dire la même chose. Pas non, du tout. Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est des valeurs sur l'entraide, des valeurs de respect, des valeurs sur la franchise, des valeurs de liberté aussi, très très important, le respect de la liberté de l'autre. Et ça, c'est important. Moi maintenant, je suis avec quelqu'un depuis 5 ans, mais on a appris à se connaître avant. Il est là le truc, il faut se poser, il faut pas hésiter à parler en fait, à beaucoup parler et à voir si chez l'autre. Moi, je sais que quand cette personne que j'ai rencontrée, j'ai été très franche. Bon, attention maintenant, j'ai 63 ans, donc ça va quoi, j'ai plus de temps à perdre. J'ai été très cash. Non, mais j'ai été très cash. Je crois que vous l'avez toujours un peu été. D'après ce que j'entends, vous êtes une femme qui a géré sa vie. Je veux dire, vous avez. Voilà. Je pense que vous vous êtes pas trop laissé manipuler, manœuvrer. Voilà, moi je suis pour la liberté de la femme, bien sûr, mais je suis aussi pour la liberté de l'homme. Faut arrêter là aussi avec les bonnes femmes. Il y en a qui nous font. Non, mais c'est vrai quoi. Je veux dire, moi j'ai vécu je suis désolée, mais j'ai quand même vécu la période de la les femmes seules avec leurs gosses, c'était la grande mode. Après, on était en couple, on n'est plus en couple, le libertinage, le coquinage, les amants, le machin. J'ai tout connu, j'ai tout vu, tout ça. Et à un moment, j'ai vu tous les hommes paumés, mais paumés de chez paumés, perdus. Ils n'avaient plus de place. Non mais moi ce que j'aime dans votre témoignage, Lila, c'est que vous êtes une femme libre, mais que vous avez quand même compris que la vie à deux a des avantages, quoi. C'est-à-dire qu'on perd peut-être un petit peu d'un côté, mais on gagne beaucoup de l'autre. Exactement. On partage en fait. On partage des valeurs. C'est ça qui est chouette. Et moi, certaines valeurs que je n'avais pas, je les ai maintenant. Je les ai parce qu'il me les a données. Par exemple par exemple, si vous voulez, moi, je m'occupais toujours de tout le monde. Dès que quelqu'un avait un problème, je m'occupais de tout le monde. Et sans me rendre compte... vous occupiez plus de vous. C'est pas ça. C'est que quand vous vous occupez trop de quelqu'un, vous lui rappelez que peut-être que lui, il n'y arrive pas, en fait. Et ça, il me l'a appris. C'est-à-dire savoir aussi prendre du recul, rester à sa place, être humble, en fait. Et ça, il me l'a appris. Il m'a dit, mais laisse-lui le
Oui, vous dirigiez un petit peu la vie des autres, en quelque sorte. C'est ça. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. J'avais tellement peur qu'ils ne trouvent pas la solution ou qu'ils ne s'en sortent pas que presque je leur laissais pas le temps de l'apprendre en fait. Ça, ce que vous dites, c'est intéressant parce que c'est vrai que, et c'est très féminin, mais à trop vouloir aider ou à croire qu'on va arriver à aider ou à faire pour l'autre au moment où il en a besoin, on lui coupe les ailes, on l'empêche de grandir, pour les enfants comme pour les adultes, hein, mais on empêche une forme d'émancipation, de compréhension. C'est important aussi de laisser l'autre faire ses expériences, quitte à ce qu'il se trompe, c'est pas très grave, mais au moins qu'il en tire une leçon et un bénéfice. Et je vais vous dire, moi j'ai ces deux phrases que je dis toujours à mes enfants. Quand ils se mettent en colère pour un truc, par rapport toujours au couple, bon, ils ont tous une petite copine, tout ça. Bon, voilà. Ma grande, elle a 2 enfants, elle est avec un homme qu'elle aime. Mais mes garçons, c'est plus compliqué, mais ils ont leur copine et je leur dis toujours attention. Première phrase, n'oublie jamais que tu peux parler à quelqu'un de sourd et n'oublie jamais que tu peux montrer quelque chose à quelqu'un qui à ce moment-là est aveugle. Donc à partir de là, il faut discuter. Il faut qu'il y ait des valeurs entre les 2 personnes. Et quand il y en a un qui ne comprend pas, il faut en parler, tout simplement. Il faut juste parler parce qu'il y a des choses, il y a des valeurs. L'entraide, c'est important. L'empathie, c'est important. L'honnêteté, c'est important. La franchise, c'est important. Mais attention, la franchise, d'accord, mais il faut que l'autre puisse l'entendre. S'il peut pas l'entendre, ça ne sert à rien. C'est ça, c'est en fait. Oui, et puis trop de franchise peut faire mal aussi. Exactement. Ça devient de la méchanceté. C'est pas forcément de la méchanceté, mais si trop de franchise, si on ne fait pas attention à qui est l'autre, ça peut être mal perçu et ça peut blesser. Il y a autre chose aussi dans un couple par rapport aux valeurs, c'est que indéniablement, on est amené à faire par moment un minimum de concessions ou de compromis. Si on est accroché de façon définitive à nos croyances, à nos valeurs ou à nos projets et qu'on n'est pas capable de les aménager un tout petit peu, ça risque pas de fonctionner. On est aussi, quand on est 2, on n'est pas seul par principe. Et si on considère que d'être 2 devient une privation de liberté parce que on a le sentiment d'être un peu amputé de je ne sais quoi, ça amène aussi à des situations conflictuelles. Oui, on n'est pas obligé de renoncer à qui l'on est, mais on doit nécessairement un minimum s'adapter, sinon on est des colocataires. Oui, voilà, c'est ça. On est des colocataires, c'est vrai. Et moi, souvent, j'ai appris à mettre beaucoup d'eau dans mon vin. Hein. C'est obligé, parce que sinon. Avec la force de caractère que vous avez, certainement, Lila. Oui. En même temps, obligé, parce que sinon, je peux vivre que toute seule, quoi. Mais bien sûr. Donc voilà. Donc à partir du moment où j'ai envie de faire un partage avec une personne, attention, qui a des valeurs. Pas toutes, mais au moins des valeurs essentielles, comme par exemple l'écoute. Moi, j'ai appris aussi à écouter, ça c'est bien, c'est chouette d'écouter, c'est important. Et là, oui, effectivement, on partage et on se rend compte très très vite. Moi, je m'en rends compte avec mon compagnon, c'est qu'on devient de plus en plus libre et chacun a sa liberté. On a notre liberté tous les 2, mais on a aussi chacun notre liberté. On a chacun notre chambre. Hein. On n'a pas le droit de rentrer comme ça. On frappe avant d'entrer. Et ça, c'est important. C'est important. En fait, vous savez, pour moi, les valeurs, il n'y en a pas 150 000. Hein. Ah si, il y a le respect déjà. C'est le respect. On a c'est le respect. Bien sûr. Voilà, c'est le respect. De soi et de l'autre. Mais pas que de l'autre, de soi également. Et ça, je crois que là-dessus... Je dirais même de soi avant tout. Oui, bien sûr, de poser ses limites, évidemment. Merci beaucoup, Lila, de ce témoignage et bravo pour votre forte personnalité.